Demarque est un leader mondial dans l'industrie du livre numérique et un pionnier dans l'édition et la distribution de contenu culturel numérique. Partenaire stratégique de grands groupes d'édition en Espagne, en France, en Italie et au Canada, Demarque distribue maintenant plus de 1,4 million de livres numériques et de livres audio à travers le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième webinaire de l'après-midi du 15 avril. On a entendu les présentations précédemment de BiblioPresto. Donc, on aura maintenant celle d'Étienne Brault, qui est le directeur des ventes marketing chez Demarque, une entreprise québécoise installée qui œuvre dans le développement du numérique depuis une trentaine d'années. Alors, le forum auquel vous assistez, Mutation, le livre à l'ère numérique, est organisé par Topo, qui est un centre d'artistes en art numérique qui a exploré différentes facettes de la création, de la production et de la diffusion de projets d'art numérique. Et on s'est intéressé aux différentes mutations du livre, de l'édition. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité offrir un forum couvrant une grande diversité de sujets et d'enjeux relatifs au livre numérique. Le présent après-midi est réservé à la vente, la diffusion, l'accessibilité en bibliothèque. Alors, sans plus tarder, je laisserai la parole à Étienne Brault de Demarque. Et encore une fois, je remercie le Conseil des arts du Canada pour le soutien apporté à la tenue de ce forum. Alors, à votre tour. Alors, bonjour à vous. Je suis très heureux de participer au forum cet après-midi en compagnie des gens de BiblioPresto, donc de Jean-François Cusson et Nancy Lusignan, avec qui on collabore là, très étroitement, comme ils vous ont mentionné, sur le volet des plateformes de prêt numérique, que ce soit au niveau des bibliothèques publiques ou que ce soit au niveau de la nouvelle plateforme scolaire Biblius. Alors, je ne m'éterniserai pas trop sur notre présence dans l'environnement des bibliothèques. Comme Jean-François l'a évoqué, on est également présent là, au niveau des bibliothèques publiques dans différents secteurs dans le monde, dans différentes régions, notamment en Belgique, en Wallonie, du côté de la Suisse romande, en France, et également tout nouvellement en Espagne, où on a remporté l'appel d'offres pour le réseau des bibliothèques publiques d'Espagne. Donc, actuellement, les gens qui empruntent des livres numériques en Espagne le font sur la plateforme opérée par Demarque. Qui sommes-nous, Demarque? On est une entreprise de Québec, donc qui a toujours son siège social ici à Québec, fondée en 1990 par notre président Marc Boutet, donc, qui était alors âgé de 15 ans. Je vous dirais, la première vie de Demarque, de 90 jusqu'au milieu, là, la deuxième moitié des années 2000, a été très orientée sur le volet des ressources numériques dans le milieu pédagogique. Alors, Marc et quelques amis avaient programmé un logiciel qui s'appelle Taptouche au début des années 90, donc qui a été vraiment le produit phare de Demarque pendant près d'une vingtaine d'années, donc jusqu'à ce qu'on vende la licence et le code de Taptouche à une entreprise québécoise qui s'appelle Druid. Donc, Demarque a vraiment été orienté au niveau des ressources numériques éducationnelles pendant 15 à 20 ans. Et comment on en est venu à se transformer comme entreprise pour devenir une entreprise là, du secteur du livre numérique? Au milieu dans la deuxième moitié des années 2000, bon, là, les technologies au niveau des outils de lecture se sont développées, bon, avec l'arrivée des téléphones intelligents, les liseuses, les tablettes et tout. Les éditeurs québécois étaient intéressés à entrer dans la valse du numérique. Par contre, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de solution de distribution numérique qui convenait. Il y avait quelques grandes entreprises qui commençaient à émerger mondiales, notamment des entreprises américaines là, qui œuvrent dans la distribution numérique. Mais les éditeurs québécois, sous l'égide de l'ANEL, ont plutôt opté pour essayer de trouver un partenaire technologique qui allait pouvoir développer une solution un peu sur mesure, donc qui convenait au marché québécois, qui est un marché où l'édition de plus petite envergure est plus importante que dans des marchés comme les États-Unis, où la grande part du gâteau se dispute entre quelques grands joueurs.
Donc, ici, il tenait à avoir une représentation plus équitable entre grands et petits éditeurs dans l'environnement de la distribution numérique. Et c'est là qu'ils ont frappé à la porte de Marc pour demander, bon, on avait une expertise au niveau de développement de plateformes technologiques. Alors, ils nous ont demandé, bien, écoutez, seriez-vous en mesure de nous développer une plateforme, puisque individuellement, il n'y a aucun éditeur au Québec qui est en mesure de développer sa propre plateforme de distribution. Là. Notre marché est trop étroit et il n'y a pas assez d'opportunités pour un seul éditeur de développer une plateforme de ce type. Alors, en partenariat avec l'ANEL, on a conçu l'entrepôt numérique québécois, l'entrepôt du livre numérique Anel de Marc, donc qui a été mis en ligne en 2009. Alors, on a célébré là, en 2019 le 10e anniversaire de ce partenariat avec les éditeurs de livres québécois et leur association. Alors, on a conçu cette plateforme de distribution qui ensuite a suscité l'intérêt d'autres joueurs un peu partout dans le monde qui cherchaient eux aussi à avoir une solution sur laquelle il allait avoir un peu plus de contrôle, donc la capacité d'effectuer des développements spécifiques en fonction des besoins de leurs propres éditeurs ou des réalités de leur propre marché. Donc, en 2010, on a été contacté par un regroupement d'éditeurs français qui se nomme Eden Livre, donc sous l'égide d'une organisation qui se nomme Eden Livre, donc qui regroupe des éditeurs très connus comme Gallimard, Flammarion, La Martinière, donc Média Participation, donc différents grands groupes d'édition français qui sont venus frapper à la porte de Marc et ont dit « Hey, c'est très intéressant ce que vous avez développé pour vos éditeurs québécois. Seriez-vous intéressés à nous fournir cette solution technologique-là en marque blanche, donc l'opérer sous notre nom, Eden Livre, mais vous allez être derrière les développeurs et nous, ben, en contrepartie, annuellement, on va contribuer au développement de la plateforme, soit par des développements spécifiques ou contribuer à ce qu'on appelle la roadmap, donc le développement du produit de façon globale, pour vous aider à ce que cette plateforme-là survive à travers le temps et s'adapte en fonction des besoins. Alors, ça a été notre première étape en 2010 où on a eu Eden Livre qui s'est joint à Demarque à titre de partenaire. Et d'ailleurs, ces éditeurs-là, Gallimard, Flammarion et Média Participation, sont encore aujourd'hui des actionnaires assez importants dans la compagnie de Marc. Donc, ils sont membres de notre conseil d'administration et on voit au chapitre. L'année suivante, en 2011, on se retrouve avec le même sujet autour de la table avec des éditeurs italiens, donc plusieurs grands groupes d'édition italiens qui se sont regroupés et qui avaient vu ce qui s'était passé du côté des éditeurs français. Donc, qui se sont regroupés encore là sous l'égide d'une organisation qui se nomme Edigita et qui ont finalement, eux aussi, décidé d'opter pour la solution technologique de Demarque, donc d'avoir en marque blanche une instance de la plateforme de distribution. Donc, c'est comme des jardins séparés. Là. Il y a le jardin des éditeurs québécois et des autres éditeurs que Demarque distribue directement. Mais ensuite, tu as le jardin des éditeurs français, le jardin des éditeurs italiens. Alors, Edigita distribue ses livres, donc ça représente à peu près 70% des parts de marché au niveau de l'Italie et du côté de la France, à peu près la même chose. Donc, en termes de quantité de contenu et de volume d'affaires que ces éditeurs-là distribuent via Demarque. Par la suite, 2014, on s'est retrouvé en Espagne chez une entité qui se nomme Libranda, donc, qui était propriété de grands groupes d'édition espagnols comme Planeta et Penguin Random House Spain. On s'est retrouvé à essayer de vendre notre solution technologique à eux. Ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'adopter encore là la technologie de Demarque pour distribuer leurs livres. Et tranquillement, pas vite, Demarque est entré dans l'actionnariat de Libranda pour finalement, en 2018, se porter acquéreur de l'ensemble des actions de Libranda en Espagne. Alors maintenant, on a un bureau à Barcelone. Demarque, en 2021, c'est près de 60 employés, donc basés ici au Canada, donc Québec, Montréal, également du côté de la France à Paris, en Espagne à Barcelone, et on a également des développeurs qui sont positionnés à Berlin et au niveau de Hong Kong pour ce qui est de nos applications mobiles. Je vais faire un petit cours 101 de la chaîne du livre numérique. Certains d'entre vous connaissent peut-être un peu le fonctionnement d'un entrepôt numérique et de où origine la nécessité d'un entrepôt numérique, mais je vais quand même faire le sommaire de tout ça pour vous expliquer un peu la genèse de ce qu'on est aujourd'hui. Et par la suite, je tomberai dans un volet un peu plus orienté sur le marché avec certaines données statistiques et notamment en lien avec la COVID, pour terminer par la suite avec certaines ouvertures sur les perspectives du livre numérique là, dans l'avenir.
Comme je vous disais, au milieu des années 2000, le marché de l'édition s'est considérablement transformé. De un, le numérique a permis à une toute nouvelle gamme de producteurs de contenu de se faire valoir et de se présenter, de se diffuser à travers le monde. Donc, à l'époque, quand tu étais un éditeur qui faisait de l'auto-édition, par exemple, c'était compliqué de diffuser tes livres. Tu devais prendre un risque financier en faisant imprimer une certaine quantité sans savoir si ça allait se vendre. Si tu étais trop petit ou peu connu, il n'y avait pas de distributeur papier qui pouvait te prendre sous leur aile. Alors, le volet du numérique a permis justement, l'arrivée du numérique a permis justement de développer ce volet-là au niveau de l'auto-édition, au niveau de ce créneau. Par la suite, il y a des librairies en ligne qui sont arrivées. Donc, la capacité pour maintenant des créateurs de contenu, des producteurs de contenu numérique de type livre, de se vendre en ligne un peu partout dans le monde est apparue. Et de là, également, les éditeurs qui souhaitaient faire des ventes ont commencé à développer le commerce en ligne. Donc, essayer de se vendre eux-mêmes, vendre leur contenu par différentes solutions techniques, technologiques, là, via leur site web ou différentes façons. Par la suite, ces éditeurs-là ont eux-mêmes aussi souhaité participer au commerce électronique en ligne, mais de façon plus large. Donc, vendre leur contenu, vendre le contenu de leurs auteurs, de leurs producteurs en ligne sur les places de marché qui étaient disponibles à ce moment. Est apparu un certain nombre de librairies en ligne. Les principales, qui sont encore aujourd'hui les grands acteurs du marché, Amazon, Apple et Kobo. Le mode de fonctionnement à l'origine était assez simple. Quand tu étais un éditeur, surtout au début de l'ère numérique, tu avais quelques titres seulement pour ton catalogue, tu commençais à faire de la conversion de fichiers en numérique pour pouvoir les vendre. La démarche était relativement simple. Tu appelais chez ces grands joueurs-là, tu t'ouvrais un compte, tu distribuais tes fichiers, tu leur envoyais tes fichiers, tes métadonnées, puis eux s'occupaient de faire le transactionnel, de mettre en évidence les titres sur leur site. Et par la suite, il y avait une ristourne qui était reversée à l'éditeur, moins le commissionnement de la plateforme de vente. Alors, c'était relativement simple quand il y en avait 3 ou 4. Par contre, à un certain moment donné, il y a eu plusieurs centaines d'autres libraires, donc des librairies grand public de plein d'endroits dans le monde qui se sont mis à vendre du numérique. Et là, c'était des grandes opportunités, des belles opportunités pour les éditeurs de se distribuer. Par contre, là, ça devenait compliqué parce que là, tu deviens qu'un processus qui doit être industrialisé. On n'est plus dans la personne à la maison d'édition qui achemine à chaque fois qu'il y a une nouveauté, un fichier et ses métadonnées sur un portail qui lui est dédié, une espèce de site FTP où il pouvait déposer ses contenus. Mais là, ça nécessitait, en plus d'interagir avec des centaines d'autres libraires qui, contrairement à Amazon, Apple et Kobo, n'ont pas la capacité de stocker des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fichiers sur un serveur local. Donc, eux, ce qu'ils veulent obtenir, c'est un branchement à un serveur qui leur permet d'accéder à une banque de contenu, mais qui est envoyé à leurs clients, à leurs lecteurs, donc uniquement sur demande. Au moment où la transaction est effectuée, que dans le fond, le lecteur récupère un lien de téléchargement, mais non pas sur le site du libraire, parce que c'est des coûts d'hébergement très, très élevés. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le numérique n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui en termes de volume d'affaires. Donc, il n'y a aucune librairie qui avait les moyens de s'équiper de serveurs pour, par la suite, avoir accès à des contenus via des distributeurs. Alors, c'est là que DeMarc s'est un peu implanté à ce moment-là. Comme d'autres distributeurs numériques, donc DeMarc n'est pas le seul distributeur numérique dans le monde. On est actuellement celui qui est le mieux positionné dans les marchés francophones parce que, c'est notre technologie qui est utilisée, mais il y a plusieurs autres plateformes de distribution, des agrégateurs, comme ça a été nommé dans la présentation de Nancy et Jean-François, donc qui opèrent dans le monde à partir de différentes zones, différents territoires pour les besoins de différents éditeurs. Alors là, c'était maintenant possible, via les serveurs que DeMarc opérait, pour les éditeurs de déposer leur contenu à mesure où ils avaient des parutions. Et ensuite, d'une seule opération, ils avaient accès automatiquement à l'ensemble des points de vente. Donc, c'était beaucoup moins fastidieux pour les éditeurs que de prendre les fichiers un à la fois. Et en plus, la production de livres numériques s'est comme accélérée au début des années 2010. Alors là, ça devenait plus évident de faire tout à la main, manuellement, un par un, de distribuer ces livres sur différents points de vente. Et c'est là que le rôle d'un distributeur numérique comme DeMarc se situe.
Donc, nous, on prend ces fichiers, on les distribue sur les plateformes de distribution en ligne, soit en acheminant directement les fichiers, comme dans le cas d'Amazon, Apple et Kobo, qui, eux, à la fin du mois, nous font un rapport des ventes qui ont été effectuées sur leur plateforme et que nous, on remet, et à ce moment, on remet les sommes dues à l'éditeur. Ou encore, via des librairies qu'on appelle dans notre langage là, technique des librairies en pool, donc qui vont venir à mesure où il y a des transactions, chercher les fichiers dans l'entrepôt numérique de Demarque. Donc, par exemple, comment ça s'opère? Quelqu'un qui s'achète un livre numérique chez Renaud-Bré, d'un éditeur comme Urtubise, par exemple, bien, la transaction s'effectue sur le site de Renaud-Bré et au moment où il y a une confirmation du paiement par l'acheteur, par le lecteur, il y a un appel qui est effectué à l'entrepôt qui envoie directement un lien de téléchargement au lecteur, donc via l'adresse courriel qu'il aura déclarée dans le cadre de la vente. Alors, nous, on envoie un lien de téléchargement et c'est à partir de ce lien-là que le lecteur accède au livre et est en mesure de le télécharger. Et l'autre raison d'être de Demarque au niveau du service aux éditeurs qu'on a commencé à proposer à cette époque-là, c'est surtout que les éditeurs étaient très craintifs, et le sont toujours d'ailleurs, sur la question de la sécurité du numérique. Il faut voir que c'est le pain et le beurre d'un éditeur, là, les contenus. Donc, s'ils se retrouvent piratés sur le web, diffusés à grande échelle, bien, c'est sûr et certain que ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite parce que ça peut mettre en péril là, sérieusement la pérennité de la maison d'édition. Alors, nous, l'entrepôt numérique, au passage, lorsqu'il distribue les titres vers les différents points de vente, du côté d'Amazon, Apple et Kobo, il faut comprendre que c'est des environnements fermés. Donc, nous, on leur envoie les fichiers et eux, en contrepartie, ils garantissent la sécurité des fichiers via leur propre verrou de sécurité. Donc, des verrous de sécurité qui ont été développés pour les besoins de leur plateforme. Et comme vous savez, quand on est dans des environnements comme Amazon, Apple, Kobo, ben, c'est sûr et certain que vous achetez les livres chez eux, vous les lisez sur leurs appareils. Alors, il y a un circuit qui est très fermé, donc qui assure là, une assez bonne étanchéité au niveau du piratage. Par contre, quand on est sur des sites de librairie qui vendent à différentes personnes là, de partout dans le monde, ben là, il faut être en mesure d'apposer un verrou de sécurité. On a parlé tantôt dans la présentation de Jean-François et Nancy du démoniaque verrou ACS4, qui a été la norme là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Donc, les éditeurs qui souhaitaient protéger leurs fichiers avaient différentes options. Dans l'entrepôt numérique, soit tu pouvais apposer un filigrane, donc à ce moment-là, qui n'offre pas une sécurité au niveau du partage, mais qui quand même, je vous dirais, est utilisé actuellement par une majorité d'éditeurs, encore actuellement, parce que le filigrane a cette propriété qu'au moment de l'achat, dans le fond, l'entrepôt numérique va apposer, lorsqu'on envoie le lien de téléchargement là, vers le fichier à l'acheteur, va apposer un tatouage à l'intérieur du livre qui va être le nom de l'acheteur et son courriel. Alors, c'est sûr que ça décourage beaucoup de gens de partager à ce moment-là le contenu parce que tu te trouves à mettre en ligne ta propre adresse courriel et tout. Ça peut arriver, mais je vous dirais le filigrane offre encore aujourd'hui une certaine étanchéité. Et l'avantage que le filigrane offre pour les éditeurs et les libraires, c'est qu'il n'y a à peu près pas de support technique à offrir au lecteur. Donc, la personne achète, elle télécharge le livre, ça se passe assez bien, et après ça, elle peut l'ouvrir sur différents outils de lecture et il n'y a pas de bloquant ou d'effet négatif là, dans l'expérience du lecteur. Par contre, au niveau du verrou d'Adobe ACS4, bien là, c'est sûr et certain, il faut que le lecteur se crée un compte Adobe Digital Edition, donc qui donne ces informations. Et par la suite, c'est toutes des étapes qui ont contribué, je vous dirais, à décourager souvent les gens d'acheter des livres numériques au fil du temps, parce que quand tu viens pour acheter un livre numérique, tu te rends compte que la mécanique n'est pas encore parfaite. Elle l'est quand tu es dans des environnements fermés, comme je vous le disais, d'Amazon, Apple et Kobo, où tout est imbriqué, puis bon, il n'y a aucun... on est à un clic et c'est très fluide. Par contre, quand tu achètes des livres dans un libraire indépendant, par exemple, bien là, il faut que tu trouves un moyen de l'ouvrir, de le lire, et ça nécessite beaucoup de support au libraire. D'où la fameuse DRM LCP dont Jean-François a parlé, qui a été justement pensée par des artisans du milieu du livre numérique pour justement offrir une sécurité des hauts contenus,
et tout en respectant la fluidité et la facilité de consultation des contenus. Alors, c'est dans cette direction-là qu'on travaille, nous, de marque, avec les gens de chez EDR Lab, pour justement assurer le déploiement de cette nouvelle DRM-là, qui n'est pas encore implantée vraiment ici au Québec, au Canada, qui l'est en France, parce que c'est une initiative qui parle d'une fondation française et qui a été subventionnée par le ministère de la Culture français. Ici, la problématique, par exemple, par rapport à cette DRM, bon, les libraires doivent ajuster leur site de vente pour être capables de supporter cette DRM-là. Et après, le problème qu'on a, c'est beau avoir acheté une DRM LCP, un livre protégé avec une DRM LCP. Par contre, la plupart des liseuses actuellement diffusées dans le marché, donc qui sont propriété de lecteurs, ne supportent pas encore la DRM LCP. Alors, on en a encore pour quelques années avant qu'LCP puisse s'implanter au niveau du grand public et en venir à être la norme. Mais pour l'instant, compte tenu du support utilisé par les divers lecteurs, qui ne supportent pas nécessairement tous LCP. Il y a des liseuses LCP qui arrivent dans le marché et qui sont commercialisées, mais ça reste encore une minorité, mais qui est quand même en évolution là, assez rapide. Alors, donc ça, c'est grosso modo le fonctionnement là, de l'entrepôt numérique de Demarque et comment on arrive à distribuer aux libraires. On rejoint actuellement près de 50 différents points de vente. Donc là, vous voyez, on en liste ici là, des librairies en ligne comme Amazon, Apple, Kobo ou encore des libraires indépendants de type, comme les librairies indépendantes du Québec ou Renaud-Bré ou différents points de vente là, libraires de ce type-là à travers le monde. Mais il y a également d'autres plateformes qui offrent la distribution numérique. Donc, des plateformes par exemple, qui s'adressent à des milieux académiques, donc comme ProQuest ou WebSco, qui sont branchés à notre entrepôt numérique et par lequel les éditeurs peuvent diffuser leur contenu, par exemple académique, à des universités américaines qui sont abonnées au service de ces plateformes-là. Il y a des points de vente qui sont dédiés spécifiquement aux bibliothèques à travers le monde. Donc, nous, ici au Québec, c'est les libraires qui font office de distributeurs pour le réseau des bibliothèques. Par contre, dans d'autres régions du monde, c'est des plateformes qui sont, par exemple, vendues à des bibliothèques et par lesquelles les usagers vont accéder à des contenus de livres numériques via une plateforme là, privée qui est acquise par la bibliothèque via un abonnement mensuel. Et les modes de rétribution varient énormément pour les éditeurs selon les plateformes. Au niveau des pourcentages, par exemple, retenus, donc il y a certaines plateformes, la norme au niveau du livre numérique est située autour de 30 %. Donc, le commissionnement sur la vente, sur le prix du livre que la plateforme va conserver est de l'ordre de 30 % pour la majorité des joueurs. Par contre, certaines plateformes offrent des modèles un peu plus onéreux à 40 à 50 %, surtout dans le cas du livre audio, parce que le livre audio entraîne des coûts additionnels à ces plateformes-là. Donc, évidemment, ils veulent se récupérer sur les ventes. Et après, tu as des modèles de rétribution qui sont basés soit sur de la vente unitaire. Donc, je vends un livre comme je le vendais en format papier, mais en format numérique, et la plateforme me retourne un pourcentage de la vente que moi, par la suite, je remets à l'éditeur, que Demarque remet à l'éditeur et qu'ensuite l'éditeur remet à l'auteur. Par contre, il y a certaines plateformes, et on le voit de plus en plus, c'est un modèle qui s'est bien implanté dans la musique. Là. Il y a déjà 6 ou 7 ans de ça avec les Spotify et Deezer de ce monde, et qui là tend à s'étendre au domaine du livre. Donc, c'est les fameuses plateformes par abonnement. Le livre audio a beaucoup entraîné l'évolution des plateformes par abonnement parce que c'est un format, c'est un contenu que les lecteurs préfèrent consulter sur une forme de streaming avec un accès, par exemple, illimité à X contenu de façon mensuelle sur la base d'un abonnement. Donc, vous connaissez un peu le principe là, à la Netflix ou à la Apple ou Spotify. Alors, donc, les modèles par abonnement, juste pour vous donner une idée de l'évolution du marché, donc, par exemple, dans des marchés comme la Scandinavie, sur le total des ventes numériques. Donc, quand on parle de vente de contenu numérique, c'est autant des ventes unitaires que des ventes par abonnement. L'abonnement tourne autour de 75 à 80 % des revenus des éditeurs. Donc, il n'y a presque plus personne qui achète de livres numériques de façon unitaire. Les gens souscrivent à des programmes d'abonnement de différentes plateformes du type Storytel ou autres, et ils accèdent à une banque de contenu via un abonnement mensuel. Ce qui pose problème beaucoup ici actuellement au niveau des modèles par abonnement et les ententes contractuelles entre les éditeurs et leurs auteurs.
très, très souvent. Et là, ça tend à être mis en application un peu plus là, dans les signatures de contrats avec les auteurs. Mais généralement, un contrat avec un auteur stipule que l'auteur aura X% de la valeur unitaire de chaque livre vendu. Sauf que dans le cas d'une plateforme par abonnement, le modèle de rétribution est complètement différent, dans le sens où certaines plateformes vont dire, OK, nous, l'ensemble des revenus générés par les abonnements, donc chaque abonné qui paye son 15 ou 20 $ par mois, donc les revenus totaux que tout ceci représente, bien, on les redistribue aux éditeurs au prorata du nombre de minutes consultées, par exemple, ou du nombre de pages consultées dans le cas d'un livre, de livre numérique. Alors là, vous comprenez la problématique quand l'éditeur reçoit son rapport de vente, comment arriver à rétribuer les auteurs de cette façon-là, c'est un peu complexe. Et c'est surtout que ce n'est pas prévu au niveau des ententes contractuelles, mais cela dit, c'est en évolution. Et là, on voit arriver tranquillement des joueurs comme Audible, par exemple, au niveau du livre audio, qui annoncent une vraie plateforme par abonnement. Donc, actuellement, Audible, c'est un abonnement, à chaque mois, qui vous donne droit d'avoir un livre gratuit en fait, il n'est pas gratuit, il est payé par l'abonnement, mais vous obtenez uniquement un livre en échange de votre abonnement. Alors que là, ils sont en train de s'activer pour justement avoir une véritable plateforme où ils vont acheter les droits de distribution, de vente des livres de façon illimitée à des éditeurs moyennant un forfait X par titre. Donc là, on voit ça se développer également du côté de Kobo au Canada qui est en train d'implanter sa plateforme par abonnement, donc qui va permettre justement une consultation illimitée des contenus par les lecteurs, moyennant là, la rétribution mensuelle. Alors, donc, ça, c'est les deux grands modèles d'affaires qui existent actuellement au niveau de la rémunération des éditeurs via la distribution numérique. Quel est l'état du livre numérique et du livre audio? Je vous partage ici, c'est un rapport qu'on fait aux éditeurs de l'ANEL, dans le fond de l'Association nationale des éditeurs de livres. Donc, c'est un rapport annuel qu'on produit qui vous donne un peu l'état des ventes du livre numérique en 2020, donc pour toute l'année 2020. Alors, on a un montant total de ventes qui est de l'ordre de 7 millions. Il faut voir que si on compare 2020 avec l'année 2019, l'année 2019 s'était terminée autour de 5,6 millions. Donc, il y a eu une croissance très significative en 2020 pour les raisons que vous connaissez et dont on discutera dans quelques minutes. Juste pour vous donner une idée, les ventes de livres numériques se situent à 6 834 000 $ sur le 7 millions et le livre audio représente un peu moins de 3 % des ventes aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'état de la situation au niveau du livre numérique. Au niveau des catégories, bien évidemment, le roman demeure romans sentimentaux, romans historiques demeurent les grandes catégories. Il y a les romans et albums jeunesse qui sont également très importants. Et après, on tombe au niveau de la spiritualité, religion, et un peu plus loin ensuite dans le domaine des sciences sociales, humaines, donc les livres plus de type, par exemple, académique ou économique. Au niveau du total d'unités, vous voyez, regarde, ça donne 719 973 unités de livres numériques vendus en 2020 ici au Québec via l'entrepôt de Demarque. En fait, ce n'est pas ici au Québec, c'est les ventes totales de livres numériques. Donc, ça inclut les ventes, par exemple, que des éditeurs vont faire à l'extérieur du Québec. Donc, sur Amazon France, sur Apple aux États-Unis. Donc, dès qu'ils ouvrent les canaux, ces ventes-là sont calculées dans le total de vente des livres numériques. Donc, c'est vraiment les revenus générés par le numérique aux éditeurs. Pardonnez un peu la mise en page bizarre, là, je voulais ajuster pour... au niveau des ventes totales, donc ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution des formats. On se situe aujourd'hui à environ 5 414 000 $ de ventes EPUB sur le total de 7 millions, mais il se vend quand même encore près de 30 % de PDF, donc ce qui est assez surprenant. Le PDF se vend surtout dans les formats au niveau de la littérature jeunesse, donc c'est un gros créneau là, où les éditeurs continuent à faire de bonnes ventes au niveau du PDF, et également au niveau de l'académique, donc dans certains créneaux académiques au niveau des presses universitaires et tout, le PDF reste assez fort. Et on est autour, comme je vous disais, de 200 000 $ au niveau du livre audio. Ce qui est intéressant de remarquer, comme Jean-François et Nancy le disaient dans leur présentation, c'est l'importance du livre audio au niveau des ventes aux bibliothèques. Donc, actuellement, il se vend environ
120 000 de livres audio versus des ventes grand public du livre audio. Donc, on voit que près de 65 des ventes de livres audio qui sont faites au Québec là, sont faites via le réseau des bibliothèques. Alors, c'est assez intéressant. Alors que quand on va dans le volet plus livre numérique, EPUB ou PDF, bien, comme vous voyez, c'est plus de l'ordre de 70 grand public et 30 bibliothèque. Alors, ça démontre vraiment qu'au niveau des bibliothèques, il y a un intérêt pour les livres audio et c'est ce qui actuellement est la meilleure opportunité pour les éditeurs québécois au niveau du livre audio. C'est la vente en bibliothèque donc, qui actuellement draine vraiment le gros des ventes. Donc, on a connu des croissances, je vous dirais, de 2009 à 2019 de l'ordre de 5, 7, 8 selon les années au niveau du livre numérique. Donc, ça a été une longue pente très... bon, il y avait une progression, mais c'était quand même assez lent. Et là est arrivé, bon, mars 2020, on n'en parlera pas, on sait tous ce qui s'est passé. Et là, ça a été une explosion. Bon, on connaît la raison. Les librairies ont dû fermer leurs portes. Donc, les gens confinés à la maison, les gens sans travail, les gens qui ne pouvaient plus avoir les loisirs qu'ils avaient, bien, se sont dirigés vers le divertissement, vers les séries télé, vers la musique, mais également très fortement vers le livre numérique. Donc, et ce qui a fait en sorte qu'on a connu une croissance très, très forte de 64 des ventes au niveau du mois d'avril 2020. Donc, on parle de 66 au niveau du grand public et 61 au niveau des ventes aux bibliothèques. Jean-François en a fait la démonstration tantôt. Au niveau du prêt numérique, il y a eu une explosion du nombre de prêts. Donc, on est passé de 5 000 prêts par jour là, en moyenne à des journées de 12, 13, 14, 15 000 prêts. Et ce qu'il y a eu pour impact, bien évidemment, comme Jean-François l'a expliqué, le prêt numérique est basé sur des licences à durée et à nombre de prêts déterminés. Et rapidement, bien, quand les gens sont arrivés sur les sites des bibliothèques pour s'emprunter des livres, parce que là, ils ne pouvaient plus se rendre sur place pour emprunter des livres de façon physique, bien, ils se sont heurtés au fait que sur le site, comme c'est un utilisateur à la fois qui peut emprunter les livres, bien là, les bibliothèques se sont retrouvées complètement vidées de leur contenu. Donc, Jean-François se souvient très bien là, des premières semaines là, après le début de la COVID. Là, les bibliothèques étaient en état de panique, ont dû débloquer des budgets additionnels pour rendre de l'offre disponible aux lecteurs parce que les rayons numériques avaient été carrément vidés par les lecteurs. Alors, et là, ils ont soit racheté des licences de titres qu'ils avaient déjà ou ils ont diversifié leur catalogue en ajoutant des titres là, qu'ils n'avaient pas achetés auparavant. Alors, on voit clairement ici dans les courbes, donc ça, c'est l'époque pré-COVID, et quand on arrive ici en mars, autant au niveau du grand public qu'au niveau des ventes institutionnelles, donc les ventes en bibliothèque, on a connu une grande hausse qui s'est un peu estompée avec l'été. Donc, les gens ont repris un peu de liberté à l'été dernier, donc se sont permis peut-être d'autres types de loisirs ou ont fait un peu d'autres choses de leur temps. Mais rapidement, à mesure où l'automne est revenu, avec l'arrivée bon, de la saison froide, mais aussi avec le fait que le confinement a repris en octobre, bien là, on voit carrément que les courbes sont revenues et à la hausse. Et on se maintient, comme je vous disais, le pic des ventes a été atteint à la mi-avril. On a connu 165 de croissance en avril 2020 versus avril 2019. Et entre juin 2020 et mars 2021, on observe une croissance régulière de 24 de façon mensuelle. Alors, il y a vraiment une nouvelle habitude de lecture qui s'est installée. Les gens ont découvert la lecture du numérique, que ce soit les lecteurs qui lisaient des livres en bibliothèque ou encore des gens qui s'achetaient des livres papier en librairie. Donc, ça a vraiment créé cette nouvelle habitude. On attendait de voir justement, est-ce que c'est uniquement un soubresaut temporaire lié à la situation? Mais non, il y a vraiment ça perdure, donc dans le temps, il y a vraiment une croissance là, qui est soutenue. Excusez-moi. OK. Également, ben, vous voyez, c'est ça au niveau du livre numérique de façon globale. Là, ça, c'est au niveau des ventes. Là, on a connu le pic d'avril et on se maintient, comme vous voyez, à un niveau d'à peu près là, 30 à 40 au-dessus de où on était avant la situation.
Le livre audio est également émergent, malgré un catalogue là, restreint. Jean-François, tu m'as demandé de te corriger tantôt. On est autour d'environ 1100 titres différents produits ici au Québec. Donc, essentiellement, là, bon, les titres produits distribués par Alexandre Stanquet et produits par Alexandre Stanquet. Également au niveau des titres des éditions ADA, qui, eux, avaient un catalogue historiquement de livres en CD physique qu'ils ont converti en format numérique et qui assurent vraiment une grande portion du catalogue. Et par la suite, on a environ 700 titres produits par Vues et Voix, mais pour le compte de différents éditeurs, donc autant des éditeurs de Québécois que Guy Saint-Jean ou autre éditeur qui fait faire là, sa production ici au Québec. Donc, l'essentiel des ventes est effectué sur Apple Canada, Apple France et Kobo au niveau des ventes grand public. Et essentiellement, la moitié des ventes grand public de livres audio produits par des éditeurs québécois sont vendus à l'étranger et principalement en France. C'est beaucoup les catégories au niveau de la France, spiritualité, ésotérisme, développement personnel. Donc, c'est des formats qui conviennent bien aux livres audio parce que, dans le fond, les gens font ça souvent en faisant d'autres activités et c'est en conduisant, en faisant leur jogging et tout. Puis c'est des contenus qui sont faciles à ingérer quand on est absorbé par une autre activité. Donc, on peut quand même se plonger dans l'univers malgré le fait qu'on fait ça en concurrence avec une autre activité. Et comme je le mentionnais, bien, au Québec, 70% des ventes totales proviennent des bibliothèques. Alors, comme vous voyez, l'évolution des ventes du livre audio, donc on était à un niveau relativement faible là, avant 2020. Et là, bien, avec l'arrivée de la COVID et surtout la croissance naturelle du livre audio, on arrive à un niveau là, qui s'en vient de plus en plus intéressant parce qu'il faut le dire, c'est un marché, le livre audio, qui n'est pas facile pour les éditeurs. C'est des gros coûts de production. Et si les ventes ne sont pas au rendez-vous, bien, c'est sûr et certain qu'à terme, le livre risque d'être une perte là, de façon quasi assurée. Alors là, à mesure que justement les canaux de vente se multiplient, que les opportunités sont plus grandes, là, on sent un peu plus d'intérêt envers le livre audio du côté des éditeurs. Et le problème, justement, le fait que le catalogue est restreint fait en sorte que l'offre est moins intéressante. Donc, si l'offre est moins intéressante, les gens vont avoir moins l'habitude de lire de l'audio. Mais là, à mesure qu'on va développer le catalogue, bien, c'est sûr et certain qu'on peut s'attendre à une augmentation des ventes de l'audio qui reste malheureusement, là, encore aujourd'hui, somme toute, là, très, très marginale sur le volume total des ventes numériques. Alors, comme je vous disais, la COVID a amené des nouvelles habitudes au niveau des éditeurs. Nous, on le constate de façon là, très, très marquée au niveau de l'édition. Premièrement, les gens qui distribuaient leurs livres numériques via de marques depuis plusieurs années, donc certains sont là depuis le tout début, là ont décidé de façon assez significative de convertir, par exemple, leur catalogue. Donc, ils se contentaient peut-être de faire uniquement les nouveautés ou des titres ciblés. Et là, on voit de plus en plus les éditeurs aller dans leur fonds, convertir davantage de fichiers via différents services de conversion et les déposer dans l'entrepôt numérique. Donc, le nombre de titres dans l'entrepôt numérique augmente, mais également le nombre d'éditeurs qui s'intéressent au numérique. On a eu, depuis avril 2020, plus de 120 demandes de nouveaux éditeurs pour faire du numérique. Donc, certains éditeurs, bon, des toutes petites maisons d'édition ou pratiquement de l'auto-édition, mais quand même des éditeurs significatifs qui n'étaient pas du tout dans l'environnement numérique pré-avril 2020 et qui, là, nous ont contactés et ont souhaité là, en savoir plus sur la distribution numérique. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Moi qui croyais qu'on avait quand même une grande part là, des éditeurs qui se distribuaient là, ici au Québec via de marques. Et là, de constater qu'il y en avait encore autant qui n'étaient pas encore dans l'univers numérique, là, ça a été vraiment une surprise et ça nous a tenus très occupés, je peux vous dire, tout au long de l'année. Également, le projet Biblius amène une nouvelle dimension au livre numérique, donc va viser à intéresser les jeunes au numérique peut-être un peu plus tôt dans leur vie. Alors, on est très conscient de l'impact que ceci va avoir. Il y a également au niveau de l'académique, moi j'ai œuvré au niveau de l'académique pendant 8 ans comme directeur des ventes pour le secteur collégial et universitaire chez RP. Et c'était au niveau du numérique très marginal. Donc, l'intérêt, il n'y avait pas vraiment d'offres numériques qui étaient proposées au niveau des cours universitaires.
Et là, depuis la rentrée d'automne et d'hiver 2020-2021, on a constaté vraiment une explosion des ventes du numérique au niveau des universités. Donc, les éditeurs, comme les presses universitaires, par exemple, les PUC ou les PUL ou les PUM, les presses universités de Montréal, ont vraiment converti leurs fichiers, certains en format EPUB, certains ne faisaient que du PDF, et là, ils ont décidé de commencer à déposer des EPUB dans l'entrepôt numérique parce que la demande était présente, parce que, bon, avec l'enseignement à distance, le besoin d'avoir accès à des contenus numériques, via les cours, via les classes. Donc là, on sent vraiment la dynamique changer au niveau de l'académique. Et l'académique qui, historiquement, faisait très peu ou très pas de contenu au format EPUB, ont commencé là, vraiment à s'y intéresser et à faire de la conversion de façon massive. Enfin, perspective d'avenir au niveau du livre numérique. Le livre numérique amène plusieurs nouveaux paradigmes, nouvelles façons de consulter le livre. C'est l'accessibilité. Bon, on entend beaucoup parler d'accessibilité actuellement. Il y a des accès à des subventions de la part des éditeurs pour faire du contenu accessible. Donc, maintenant, l'accessibilité du livre numérique n'est pas uniquement en des fins de situation de handicap, par exemple au niveau scolaire. Avoir des livres qui offrent la synthèse vocale ou qui permettent à des non-voyants d'avoir accès à des descriptions d'images, par exemple, via des capsules audio dans un livre. Mais ça crée également des nouvelles habiletés, des nouvelles possibilités de lecture. Que ce soit, bon, on parlait du livre audio. Ça amène une toute nouvelle clientèle parce que, maintenant, les gens ont accès à de la littérature de façon auditive ou à des contenus qui étaient historiquement disponibles en format écrit de façon auditive. Alors, ça offre toutes sortes de perspectives de consommation et plus de possibilités de consommation dans une semaine. Par exemple, si on peut avoir accès à du contenu en voiture, en courant, en cuisinant, donc en étant en action sans avoir à tenir physiquement une liseuse ou un livre papier, bien, ça, c'est des nouvelles perspectives d'avenir pour le numérique. Et la concurrence dans ce domaine-là ne viendra pas du livre numérique, mais plutôt de la balado-diffusion, donc les fameux podcasts. Alors, les gens ont dorénavant accès à des contenus via les podcasts auxquels ils sont inscrits, soit abonnés de façon payante ou gratuite. Alors, ça, c'est le principal concurrent actuellement et c'est l'enjeu vers lequel DeMarc veut se tourner pour justement offrir la possibilité à des producteurs de contenu d'être présents dans le domaine, dans le marché au niveau des podcasts. Donc, le livre offre maintenant le livre numérique offre des nouvelles possibilités créatives. Par exemple, le livre enrichi, donc au niveau pédagogique, donc que ce soit pour un usage en classe, ou encore pour des usages artistiques. Donc, par exemple, la capacité d'avoir un livre, de consulter un livre numérique où tu peux avoir accès à de la musique ou accès à différentes représentations visuelles de façon animée. Alors, c'est vraiment les nouvelles tendances qu'on constate actuellement dans l'industrie et auxquelles nous et l'ensemble des joueurs tentons de nous adapter. Aussi, ce qui est intéressant, on remarque une réactivité à l'égard de l'actualité, donc la capacité de produire des contenus en temps réel, qui était plus difficile dans un format d'édition classique où on devait mettre en page, faire une typographie avant de le diffuser. Maintenant, les éditeurs se tournent beaucoup vers la production de contenu de façon instantanée, souvent en lien avec l'actualité. Je vous cite l'exemple de la Bibli mobile que Gallimard a implantée au début de la pandémie. Donc, ils ont décidé d'offrir de façon totalement gratuite des petits contenus brefs de façon quotidienne ou hebdomadaire via cette application-là qu'ils ont développée. Donc, par exemple, pour du contenu jeunesse. Alors, ils ont amené une nouvelle gamme de lecteurs à s'intéresser à la production à leur production littéraire via cette initiative qui a généré plus de 800 000 consultations en l'espace de 2 mois, donc dans le marché français. Alors ça a été vraiment un succès sur toute la ligne. Également, il y a l'évolution de la relation autour de l'auteur et du lecteur. Le numérique permet d'avoir un ensemble d'outils en parallèle qui renforcent la relation directe. Donc,
Auparavant, bon, on lisait le livre d'un auteur, que ce soit en papier ou dans les premières années du numérique. Bon, généralement, il n'y avait pas nécessairement cette interaction-là avec l'auteur. Mais maintenant, bon, avec les réseaux sociaux tels qu'on le connaît, ben, il y a possibilité de créer autour du livre numérique justement un environnement via les pages Facebook des éditeurs ou Instagram ou autres médias sociaux, donc de créer des zones de discussion et de partage autour du livre numérique. Également, la création de communautés. Wattpad en est un bon exemple. Donc, c'est des gens qui produisent des contenus, des millions de producteurs et de lecteurs de contenus qui se rassemblent autour d'une communauté pour partager tous ces contenus-là et justement amener là, le livre numérique à prendre sa place et à évoluer. Après, le rôle de distributeur que de marque devra assumer. Donc, de plus en plus, on voit une transformation de notre rôle qui ne sera plus uniquement un rôle de prestataire technique pour distribuer des fichiers de type EPUB, PDF vers des points de vente et maintenir des connexions là, techniques avec ces points de vente-là. Mais de plus en plus, on constate que les attentes de nos éditeurs envers un agrégateur comme de marque ou d'autres agrégateurs là, à l'international est justement d'accompagner les éditeurs dans cette promotion du livre numérique, dans la diffusion du livre numérique, donc de devenir une espèce de partenaire consultant pour déployer une stratégie de création d'une communauté, par exemple, autour d'un auteur ou autour d'une série chez une maison d'édition. Alors, de plus en plus, notre rôle sera appelé à se transformer et on constate là, vraiment de façon très, très rapide l'accélération de cette demande-là, de ce besoin-là. Et bien, c'est évidemment là, on vise à développer justement des outils techniques, mais également des outils de la consultation au niveau marketing, par exemple, pour nos éditeurs. Alors, je vous remercie et j'espère que ce fut instructif. Bien, bonjour Étienne Brault. C'est un regard vraiment de l'intérieur sur le marché du livre, c'est clair. Bon, si je revois ce déploiement international, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Les chiffres sont impressionnants aussi. J'ai retenu aussi le fait que Demarque, finalement, a des bureaux à l'extérieur, des unités de production qui sont dans d'autres villes. Donc, j'ai retenu les applications mobiles qui sont à Hong Kong et un autre studio de développement web qui est à Berlin. Si je dis. Exact. Est-ce que vous avez aussi une cellule de développement à Québec même? À Québec, oui, on a 40 développeurs ici basés à Québec. Le déploiement à l'international, bon, c'est fait via des acquisitions, notamment au niveau de, comme je vous ai dit, de l'Espagne, quand on a acquis Libranda. Et plus récemment, en 2019, on a acquis un libraire français qui s'appelle Feedbooks et qui, lui, avait un programme applicatif, donc il avait développé une application qui se nomme Aldico. Donc, on a, en faisant l'acquisition de Feedbooks, on a acquis également le programme là, applicatif Aldico qui était fait justement par l'équipe basée à Hong Kong de deux développeurs. Alors, et par la suite, bien, cette acquisition-là nous a permis, par exemple, de développer la nouvelle marque blanche pour prêt numérique, donc, qui est un Aldico, conçu spécifiquement pour les besoins des bibliothèques québécoises pour prêt numérique, donc dans son format Android et iOS. Là. Marque blanche, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, dans le fond, nous demeurons propriétaires du code, donc de l'application. Par contre, au niveau de sa marque, au niveau de sa couleur, bien, on la brand, on la commercialise, dans le fond, elle est présentée selon les besoins du client, selon sa signature visuelle. Avec l'image de l'autre entreprise. Exactement. Et également, on fait des développements spécifiques pour certaines de ces marques blanches-là. Donc, par exemple, si au niveau de prêt numérique, il y avait un besoin d'avoir telle et telle fonctionnalité, bien, on est capable de développer spécifiquement une fonctionnalité, par exemple, pour un client qui est prêt numérique ici au Québec,
pour Bibliopresto. Mm-hmm. Mais là, il y a une notion aussi qui est intéressante dans nos échanges précédents, c'est la notion c'est introduire le fait de devenir un distributeur de contenu numérique. Alors, non, parce qu'on ne parle plus. Moi, je dis souvent que le forum qu'on organise, le livre à l'ère numérique, on aurait pu aussi bien l'intituler l'édition à l'ère numérique, parce que on couvre une large gamme. Je veux dire, un livre audio, dans le fond, c'est un fichier audio. Là. Fait que mais il y a quand même toute la création, le texte, l'enregistrement. Donc, c'est intéressant de passer de cette notion-là de contenu numérique. Mais là où c'est spécial, c'est dans la dernière phrase de la présentation. C'est offrir du soutien personnalisé aux éditeurs pour les aider à vendre leurs titres. Alors ça, c'est un rôle quand même actif là, qui est pas du tout celui de la machine à distribuer des titres. Là. Non, exact, c'est ça. On a quand même eu un rôle, il faut le dire, là, assez passif au fil des années. Oui, on faisait de la diffusion. Par exemple, on est en relation avec les divers points de vente, avec des gens chez Apple, chez Kobo, chez Amazon. Par exemple, pour faire des mises en avant de titres, si un éditeur a un titre qui souhaiterait là, qu'on l'aide à être mis à l'avant sur les libraires ou sur les plateformes externes comme Apple ou Amazon, on est en mesure de le faire. On a une équipe chez nous depuis des années là, qui s'occupe de faire ça. Par contre, là, on voit que c'est vraiment plus au niveau du marketing numérique de façon globale. Donc, de déployer une stratégie numérique globale que le besoin, c'est vers quoi le besoin chemine. Certains éditeurs, qui ont évidemment de plus grande envergure, qui ont des plus grands moyens, ont la capacité d'entretenir ou d'avoir des équipes de marketing internes qui vont s'occuper de, justement, leur présence numérique, créer des activités dynamiques en lien avec les contenus. Par contre, ce n'est pas la majorité des éditeurs et on le remarque dans le cas des éditeurs de plus petite taille ou de moyenne taille là, qui se distribuent chez des marques, bien là, il y a un besoin criant parce qu'ils veulent aussi faire leur place au soleil, avoir leur place au soleil. Mais n'ont pas, par contre, nécessairement la connaissance ou l'expertise pour faire ça. Donc, c'est vers ça qu'on est en train d'un peu de migrer, devenir une entreprise un peu plus de service, conseil, service marketing, que d'être purement une entreprise de services techniques qui maintient à jour une plateforme puis qui maintient à jour des connexions d'API avec des points de vente. Donc, Mais est-ce que vous avez des équipes, par exemple, de vente qui sont rattachées à des éditeurs en particulier? Oui. Des vendeurs qui sont responsables d'un catalogue de, je ne sais pas moi, une quinzaine d'éditeurs. Puis, Oui, on a 3 libraires à temps plein donc, qui travaillent pour nous, donc justement qui s'occupent de faire notamment de l'enrichissement de métadonnées. Alors, le problème qu'on vit au niveau du numérique souvent, c'est quand les éditeurs déposent les contenus dans l'entrepôt numérique, au niveau des métadonnées, si tu ne mets pas les métadonnées de base qui sont exigées pour les points de vente, ton livre ne se rendra tout simplement pas sur Apple, par exemple. Alors, souvent, il y a des petites lacunes au niveau de la documentation des métadonnées, mais aussi, par exemple, au niveau des catégories. Si ton livre est répertorié c'est un roman historique du 19e siècle et qui est répertorié dans la catégorie roman, il y a des chances que la personne qui cherche ce livre spécifiquement-là ne le trouve jamais. Alors, c'est le rôle de nos libraires actuellement. Donc, on travaille en amont. Donc, après que les éditeurs aient déposé leur titre dans notre entrepôt, on repasse leurs métadonnées et évidemment, on ne se permet pas de changer les métadonnées. Par contre, on va parfois compléter certaines informations. Je ne sais pas si c'est une série qui comporte 12 tomes et que le tome 9, le numéro du tome n'est pas documenté dans les métadonnées. Bien, c'est une métadonnée qu'on va ajouter nous-mêmes pour favoriser la découvrabilité du titre une fois rendu sur les places de marché. Alors ça, c'est une forme de diffusion qu'on effectue en amont, c'est-à-dire de s'assurer de la qualité des métadonnées pour qu'ensuite le livre soit bien représenté sur les places de marché et ainsi avoir un plus grand potentiel de vente que si les données ne sont pas bien présentées. Mm-hmm. Alors, avec la croissance du livre, de vente de livres numériques, est-ce que l'entreprise a grandi en personnel? Oui, je vous dirais, juste dans la dernière année, on a embauché 5 nouvelles personnes. Et actuellement, là, c'est sûr, on est constamment à la recherche, par exemple, de développeurs
et tout, compte tenu des multiples projets. Mais oui, au niveau commercial, notamment, là, on a ajouté des ressources pour justement satisfaire les besoins. L'ajout de 3 libraires, comme je vous mentionnais. L'ajout d'une personne au niveau de la représentation technique, donc il va être capable de, oui, régler des problèmes techniques, mais ce n'est pas une personne qui fait que du support. Il va être capable aussi de conseiller les éditeurs, par exemple, par rapport à leur distribution. Leur suggérer, en regardant les catalogues, ah, bien, vous avez tel type de contenu. Par exemple, vous avez des contenus académiques, mais vous n'avez pas ouvert un point de vente tel EBSCO ou ProQuest qui est présent dans l'ensemble des universités canadiennes. Donc, peut-être que vous auriez intérêt à vous distribuer sur ce point de vente-là parce que ça va générer des ventes compte tenu de la nature de vos contenus. Alors, il y a vraiment des sites de vente qui sont spécialisés et c'est à nous un peu de faire la présentation et l'éducation des éditeurs à savoir sur quel site de vente il serait mieux de se positionner. Et ça, on a une équipe commerciale à l'interne qui s'occupe de faire ça avec les éditeurs. Il y a une autre question qui a surgi aujourd'hui, ça semblait être une évidence, mais ça n'existait pas. Il n'y avait pas de lecteur pour pouvoir consulter un contenu numérique sans téléchargement, donc de le voir directement en ligne. Donc, la fameuse question du lecteur que vous avez programmé. Et c'est quelque chose qui a été souligné, donc salué par Biblius, mais aussi par Jimmy Gagné, qui est ici, qui assiste à plusieurs des webinaires. Ouais. Qu'est-ce qui a retardé autant la création d'un lecteur comme ça? Bien, en fait, comme Jean-François l'a mentionné, actuellement, c'est un lecteur qu'on licence parce que c'est quand même des gros travaux. Là, produire un lecteur web, c'est pas simple et ça demande beaucoup d'investissement en temps et en ressources. Donc, on a actuellement, on licence un lecteur web, mais on est en développement justement de notre propre lecteur web là, de marque parce que, bon, faire affaire avec un tiers parti comporte toujours un lot de risques. Là. Par exemple, le partenaire décide d'augmenter significativement ses tarifs et tout, ou encore décide il n'est plus en affaires, bien là, tu te retrouves orphelin de solutions techniques. Alors, on est actuellement à travailler à développer notre propre lecteur web. Tirer la plug, comme on dit. Oui, c'est ça, éventuellement, d'avoir une solution qui est intégrée à de marque et non pas juste là, connectée là, à nos solutions techniques. Là. L'ensemble de vos partenaires, ensuite, je cède la place à d'autres parce que il y a là aussi un élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement le partenariat avec les Français pour le LCR. LCP, oui. Oui, le LCP, là, avec Lab, là, comment il s'appelle? C'est EDR Lab. Ouais. C'est vraiment intéressant c'est vraiment comme l'approche connectée. C'est le Québec connecté avec l'Europe, la francophonie. Peut-être le modèle nord-américain connecté plus le Canada anglais avec les États-Unis puis les gros éditeurs. Ouais. En fait, EDR Lab est une organisation qui regroupe des gens partout dans le monde. Donc, il y a des EDR Lab a en son sein des gens qui œuvrent, par exemple, au niveau des bibliothèques américaines. Donc, des développeurs qui travaillent avec la communauté à justement améliorer la solution et la faire progresser, la rendre de plus en plus là, performante et adaptée aux besoins là, du milieu. Oui, je vais laisser la parole. On a une question justement de Jimmy Gagné. Oui. Hop. Salut Étienne, merci pour ta présentation. J'étais content de savoir que tu allais nous présenter quelque chose aujourd'hui. Écoute, j'ai une question piège pour toi. Oui. Ton développement, tu parles d'application, d'abord, c'est une super nouvelle. Là. Le développement de l'application sur laquelle vous travaillez, est-ce que c'est une application web en partant ou vous allez dans le natif iOS, Android? Tu parles de l'application de lecture Aldico, là? Oui. Oui, c'est une application Android iOS. Donc là, okay. on fait le lancement de l'iOS ces jours-ci. Donc actuellement, elle est uniquement disponible en mode test. Mais là, on l'a terminé, on la lance d'une journée à l'autre. Et l'Android sera disponible en juin. Donc, actuellement, si tu vas sur les stores, tu vas trouver la Aldico, mais qui est la version là, précédente. Et là, on fait une nouvelle version qui s'appelle Aldico Next, donc qui va être disponible. Là. Sais-tu de quoi je rêve? Quoi donc? Un jour, tout ce qui est sur l'entrepôt, que vous ayez des ententes avec les éditeurs qui accepteraient de faire
de la lecture de leurs livres en abonnement et que vous ayez une web application qui permet ces abonnements-là et d'avoir des rapports sur le nombre de vues, ce nombre de lectures, etc. Présentement, moi, je travaille avec d'autres fournisseurs, d'autres acteurs à l'étranger, puis on a des plateformes, des rapports de vente sur les nombres les livres vus, là, dans le fond, au prorata. Puis honnêtement, quand on dit que c'est plus dans le téléchargement que ça se passe, mais dans la lecture en ligne, je le vois, je l'ai vu les dernières années, c'est incroyable. J'aurais tellement aimé ça, pouvoir être aussi connu au Québec que je le suis aux États-Unis avec les livres des éditions Panda, là. Mhm. J'ai hâte, de ça, je rêve. C'est Oui, sûr oui. que nous, on travaille sur un développement autre, là, parallèle à tout ça, là, parce que je ne reste pas là à me tourner les pouces. Mais j'ai hâte d'avoir ça, de pouvoir dire, OK, je ne sais pas, moi, tous les éditeurs québécois, là, je pense juste aux jeunesses, là, parce que c'est plus là où j'ai envie d'agir, mais supposons qu'on a tous les éditeurs québécois jeunesse qui se rallient ensemble sur un projet de livre numérique, le vrai numérique, là, pas juste les trucs statiques, là, mais du numérique avec tout son potentiel, qui serait diffusé sur une plateforme soutenue où est-ce que tout le monde entier pourrait aller s'y abonner et avoir accès à ce contenu-là quand il le veut. Comme c'est le cas aux États-Unis présentement avec Epic, entre autres. Oui, oui. Ben, tu Ben, vois, surtout, disons. j'en ai parlé de l'évolution vers le modèle par abonnement. Actuellement, si je regarde juste pour le Québec, on a 44 000 titres et quelques, là, 44 000 titres dans l'entrepôt numérique québécois. Et quand on tombe dans des situations où là, c'est des points de vente par abonnement, généralement, c'est 10-15 des contenus que les éditeurs distribuent vers des plateformes par abonnement. Donc, tu as vraiment des éditeurs qui sont totalement fermés à travailler avec des plateformes d'abonnement pour la raison que j'ai mentionnée. Souvent, c'est des questions purement contractuelles, donc qui, avec leurs auteurs, sont basés encore sur un modèle de vente d'unités en téléchargement et non pas de pourcentage de revenus générés par une plateforme et divers modèles. C'est vraiment une question il y a un bloquant actuellement qui devra être résolu par l'industrie parce que sinon, on va manquer le bateau carrément ici au Québec, au Canada. Ça fait 5 ans qu'on l'a manqué, en fait. Ça Ouais, fait 5 ans que je génère des revenus des États-Unis puis de l'Europe, mais pas au Québec. Oui, ben c'est ça. Tu l'as dit à d'autres endroits, puis comme j'ai expliqué, en Suède, c'est 75-80 des revenus de vente numérique qui sont en streaming. C'est ça, ouais. Alors, on a un certain retard qu'il va falloir éventuellement rattraper. Ben, dans le monde Si d'édition, je peux me permettre d'intervenir, Jimmy, oui. parce que ce dont tu parles quelque part, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Biblius en ce moment. Puis, Oui. tu sais, on est face aussi à un catalogue qui est offert de la part des éditeurs de livres super intéressants, mais qui sont majoritairement en PDF en ce moment. Ouais. Puis, pour la simple raison que il n'y en a pas au Québec de marché économique pour du livre jeunesse en numérique, pour les raisons que tu as dit aussi. Puis ce qu'on est en train de faire pour Biblius, bien évidemment, on le fait pour des raisons pédagogiques, puis des raisons d'accessibilité, puis etc. Mais en trame de fond de ça en arrière, c'est qu'on est en train de créer un marché qui n'existe pas actuellement. Puis d'après nos projections, nos prévisions, le marché de Biblius dans 2 ans, c'est 4-5 millions par année. Et ça n'existe pas, là. Fait que ça va venir changer la donne nécessairement parce que tout à coup, pour des éditeurs, toi, tu le fais déjà, puis vous le faites très bien, mais vous êtes en minorité. Ouais. Mais ça va faire en sorte que ce qu'on met de l'avant pour des éditeurs, ça va devenir intéressant d'investir, de faire de l'EPUB 3, de faire de l'accessible, de faire du media overlay, de faire des trucs parce que leurs livres, ils vont pouvoir faire 50 000 de profit comme ça avec les écoles. Ça n'existe pas, là. Fait que je pense que tranquillement, on est en train de mettre des choses en place qui vont vraiment profiter à tout le monde, là. Puis on va créer aussi, et Étienne l'a mentionné tout à l'heure, mais tantôt, là, on a une génération d'enfants qui vont avoir grandi dans leur contexte scolaire avec du livre numérique entre les mains. Ouais. Ça, sur le long terme, ça va changer complètement la donne. Tout à fait d'accord. Ouais. Bravo. Effectivement. Bravo. En réponse à ta question que je vois dans le chat, Jimmy, on documente pas les métadonnées au complet, on complémente. Donc, et des fois, dans le cas on va suggérer, on ne fait pas l'intervention directe, mais on va suggérer aux éditeurs, mais on le fait systématiquement pour tous les contenus maintenant. OK. Cool. Merci.
Moi, j'avais aussi d'autres observations parce que, en fait, la question de la simultanéité, au-delà de la question de droit, c'est intéressant d'avoir mentionné que la COVID a démontré que le modèle avait atteint ses limites parce que, ben, comme Jean-François l'avait dit ce matin, attendre 12 ans pour le prêt d'un livre, c'est un peu débile mental. Fait que je comprends que c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir intégré puis de tenter d'établir un nouveau modèle de licence pour que ce soit rendu viable. Là. Bien, en France, au tout début de la pandémie, nos partenaires en France, Gallimard, Flammarion et quelques autres, ont décidé de modifier temporairement leur modèle de licence pour offrir plus de simultanéité aux bibliothèques. Parce que là, ils voyaient que, bon, au niveau de la demande, là, il y avait vraiment une très, très forte demande, très forte croissance, mais que le contenu n'était pas disponible. Tu sais. Alors, ils en sont venus à des modèles là, pour offrir un display simultané, par exemple. Donc, qui, à terme, va faire en sorte que, oui, les gens consultent en simultanéité, mais à terme, la licence va s'expirer plus vite. Donc, la bibliothèque va refaire un achat plus rapidement que si tu les fais écouler à raison de à coût de 21 jours, 55 prêts, ça prend plus de 3 ans. Là. Alors que si tu offres de la simultanéité, bien, peut-être que les bibliothèques vont racheter aux 6 mois ou aux 8 mois certains titres très populaires au niveau du prêt. Fait qu'ils ont fait cette expérience-là en France. On a communiqué, nous, cette information-là là, qui nous venait de nos partenaires aux gens ici à l'ANEL pour justement dire hey, le modèle d'une copie, un utilisateur à la fois, il y a peut-être d'autres choses à explorer sur la base de ça. Et donc, c'est des discussions qu'on a là, périodiquement avec les éditeurs chez nous pour justement leur dire oui, il y a le modèle classique, mais il y a d'autres options, il y a d'autres façons de vendre aux bibliothèques, par exemple. On est en partenariat aux États-Unis avec une organisation qui s'appelle Digital Public Library of America. Et eux, leur fer de lance pour s'imposer face à Overdrive et à d'autres grands joueurs des bibliothèques, c'est de proposer des modèles de licence alternatifs. Par exemple, nous, on suggère aux éditeurs dans le cadre de ce projet-là, pourquoi vous ne proposez pas une licence de 5 prêts qui va se vendre peut-être le quart du prix du livre normal, mais qu'au moins va offrir la possibilité à la bibliothèque de le tester avant de s'engager à des licences très, très chères à très long terme. Et on remarque qu'il y a vraiment un intérêt pour ça au niveau des bibliothèques américaines de dire, au lieu d'acheter une licence qui va me coûter 80 $, qui va me durer 55 prêts ou perpétuellement, mais que je ne sais pas si finalement les gens vont avoir un intérêt pour ce titre-là, ils vont acheter plusieurs plus petites licences, plus courtes. Donc, pour l'équivalent du prix de une, ils vont acheter 4 titres différents, puis ça va leur permettre de faire des tests au niveau de l'offre. Il y a vraiment actuellement une volonté, en tout cas, moi, je le sens dans différents marchés, de tester d'autres modèles que le modèle statique qui est très, très classique et qui est là depuis des années. Puis j'ajouterais en complément de ce que tu as dit, Étienne, que ça amène. Oui, c'est des changements pour les éditeurs, mais ça amène des changements aussi pour les bibliothèques. Je vais vous donner un exemple, ça a l'air peut-être con, mais il y a quelques années, un des premiers groupes qui a amené vraiment de la simultanéité, c'était le distributeur Immatériel en France. Puis Immatériel distribue notamment les titres de Brajlon. Brajlon, qui est un gros éditeur français, très fort en SF, en fantastique, fantasy, etc. Fait qu'en numérique, ça marche beaucoup. Puis la licence d'Immatériel, c'est tu achètes un livre, tu peux le prêter 20 fois, mais tu peux faire les 20 en simultanéité. Puis une des premières bibliothèques a commencé à acheter ces livres-là, c'est la ville de Québec. Puis Québec en a acheté, puis ça marchait super bien. Les livres étaient prêtés et tout. Et rapidement, des bibliothécaires de Québec qui m'ont appelé en disant là, il faudrait que vous mettiez des limitations d'emprunt numérique pour qu'on limite la simultanéité. Je dis mais pourquoi vous voulez faire ça? Il dit, là, nos licences, ils partent, 20 prêts tout de suite, puis etc. Les livres partent trop vite. Je suis comme, t'as peu, là, c'est quoi le problème? Là? C'est un service fantastique que vous offrez à vos utilisateurs. Comme, oui, mais là, c'est parce que les livres partent, on n'est pas capable de suivre. Fait que c'est juste pour vous montrer que même du côté des bibliothèques, c'est parce que ça implique des changements de paradigme. En bibliothèque, normalement, on est dans un rapport on fait de la gestion de l'offre. C'est-à-dire, tu achètes des choses en pensant qu'ils vont peut-être servir. Avec la simultanéité, tu inverses complètement le rapport, tu fais de la gestion de la demande. Puis on n'est pas, souvent, on n'est pas mentalement formé comme ça.
Un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui crée, qui constitue une collection, qui thésaurise, qui conserve. Là, tu es dans un rapport où tu réponds à de l'offre, à de la demande du public. Ça change complètement notre façon de penser aux choses. Puis le numérique, notamment, amène des trucs. Les licences, ils ont une fin. Le bibliothécaire, il n'aime pas ça. Parce qu'il se dit, non, moi, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, puis c'est le savoir, puis je veux que les livres soient là dans 100 ans, dans 150 ans. Ben non, même quand on parle aux gens à la Bibliothèque nationale de France, à la British Library, on leur demande comment vous allez conserver le livre, etc. Leur réponse, c'est on n'a aucune idée comment on va le conserver dans 25 ans. Parle-nous pas de 100 ans. Parce que les formats vont évoluer, les applications vont évoluer, fait que ça amène tout un paquet de défis, de changements de façon de considérer les choses qui, même du côté de ma profession, parce que je suis moi-même bibliothécaire de formation, il y a beaucoup de résistance sur ces éléments-là encore. La question de la durabilité des œuvres d'art numérique, là, vous parlez du livre, vous soulevez la question du livre numérique, mais si on l'élargit plus largement à tout l'ensemble des arts numériques, c'est un problème vraiment récurrent. Là. Je veux dire, c'est un problème qui a été abordé aussi lors des premières présentations d'un des premiers webinaires par Jean-Christophe Iacono, qui est peut-être encore ici là, parmi les personnes, là, mais la durabilité des plateformes, là, c'est vraiment précaire. Là. Alors, on prend des risques à chaque fois. Et si on n'est pas sûr, il y a eu plusieurs initiatives qui sont tombées à l'eau. Bon, vous aviez mentionné aussi plutôt les livres audio, en fait, produits par Planète Rebelle. Ben, la durée de vie a été très, très courte parce que la technologie a changé. On va avoir bientôt des gens qui... on va aborder bientôt, en fait, dans les prochains webinaires aussi, un ensemble d'initiatives expérimentales avec des gens qui ont connu qui continuent d'expérimenter, qui vont toujours vers l'avant, qui font le pari du futur et qui ont aussi perdu le pari du passé, mais qu'on est condamné à aller vers l'avant. Je pense que ça, c'est une loi du numérique. Alors, on va avoir plusieurs expériences comme ça qui vont être partagées. Mais j'en profite aussi pour vous dire que au terme du programme de webinaire, on souhaite offrir, on n'est pas encore certain des contours du programme, mais on souhaite appuyer la création de différentes initiatives expérimentales et clôturer notre événement au début septembre avec un mini-salon de l'édition expérimentale. Alors, on peut le voir aussi dans expérimental, ça n'a pas nécessairement besoin d'être complètement expérimental, mais on aimerait que les gens viennent partager sur place, idéalement, des différentes expériences et on dévoilerait peut-être 2 ou 3 prototypes qui auront été réalisés durant l'été. Alors, j'en profite pour vous l'annoncer parce qu'on distille notre programme progressivement. Alors, je vous invite à continuer de suivre le forum pour en savoir plus. Est-ce qu'on a d'autres questions d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Moi, j'aurais peut-être une question par rapport au prix du livre numérique. Est-ce que les éditeurs commencent à travailler sur un prix du livre dynamique qui va changer en fonction des promotions, en fonction de l'arrivée du livre de poche, ou est-ce qu'on est encore on met un prix, puis advienne que pourra pour les prochaines années? Peu au Québec, je dirais. Oui, non, c'est ça. En France, c'est plus établi. Je parlais de Brajlon il y a quelques instants. Brajlon fait ça de façon systématique. Eux, ils ont vraiment une politique. Le livre sort à tel prix. Après 6 mois, il tombe à tel prix. À un certain moment, il tombe en solde. S'il y a un tome 2 d'une série qui sort, automatiquement, le tome 1, genre, il tombe à 99 centimes. Il y a toute une mécanique qui existe. D'expérience aussi, ici au Québec, je vois un livre numérique qui sort, je ne sais pas, à 14,99. Tu vas voir 6 ans plus tard, il risque d'être encore à 14,99 puis il ne s'est rien passé. Par contre, on a vu au début de la pandémie des éditeurs comme Boomerang ou Techel faire des promotions, dire rendre un tome 1 disponible à prix très réduit d'une série pour après ça dynamiser les ventes du reste de la série en créant une habitude là, du lecteur.
Fait que on commence à le voir un peu plus, des approches un peu plus créatives au niveau promotionnel, au niveau du prix, au niveau même de rendre parfois des contenus complètement gratuits disponibles pour une période limitée pour justement attirer l'attention des gens sur Ben, un certain titre ou une certaine série, là. selon moi, la différence aussi est au niveau de justement notre paradigme de on fait un livre, on le place, puis après ça, on passe à autre chose. Tu sais, on l'archive ou on le met en vente, puis après ça, on passe à une autre chose parce qu'on en a d'autres à faire des livres, ça s'arrête pas. Fait que le temps qu'on passe à surfer puis à continuer de s'adapter au mouvement, au marché, adapter notre livre aux différents formats, on parlait de la pérennité des formats, ben, c'est qu'on ne peut plus dire c'est fini, c'est ça, que c'est imprimé. On l'a imprimé sur du coton, puis c'est bon pour 100 ans. On peut plus le penser comme ça. Faut continuer d'amener notre contenu dans le temps, puis de l'entretenir finalement. C'est pour ça que c'est difficile pour la majorité des éditeurs qui doivent garder leur cote pour avoir leur subvention, puis fournir un catalogue rempli à chaque saison. C'est voire impossible de rester flexible comme ça, puis de pouvoir continuer de suivre son contenu, puis de travailler son fond éditorial. Moi, c'est mon avis. Je pense que c'est ça qui est une des raisons pour lesquelles on est obligé de. On veut que ça soit fixe, ça soit figé. Mais je pense que l'avenir va nous dire que si on suit notre contenu, puis on continue de l'accompagner dans le temps, puis de l'adapter dans le temps, c'est pas juste au niveau du prix, c'est vraiment au niveau des formats, mais aussi du contenu qui peut être motivé, qui peut être augmenté en numérique beaucoup plus facilement. Si on garde à l'esprit que c'est ça qu'il faut faire pour l'éditeur de demain, selon moi, on va aller toucher un public qui va être dynamique, qui va continuer de nous suivre. Ben, encore aujourd'hui, on fait beaucoup on parle beaucoup à nos éditeurs, de dire, ayez une véritable stratégie pour le numérique qui est différente de celle du papier parfois. Pour certains contenus, ça vaut la peine de s'y pencher et d'avoir une stratégie qui est adaptée parce que trop souvent, malheureusement, actuellement, c'est gros focus sur la production du livre dans son format original, papier. Puis là, à 3 jours de l'apparition, y a-tu quelqu'un qui a pensé à faire le EPUB? Il est où le EPUB? Fait que, et là, c'est en catastrophe, il faut produire le EPUB pour qu'il arrive à la date de sortie. Puis des fois, sinon, parce qu'on s'est pris trop tard, il n'y a pas une sortie simultanée. Fait que là, l'effet est raté et tu ne feras jamais de croissance numérique si tes livres ne sont pas disponibles en même temps dans tous les formats. Fait que, bref, ça aussi, ça fait partie du rôle d'accompagnement et d'éducation qu'on veut faire parce que on voit on a 2300 éditeurs qu'on distribue là, globalement et on voit ceux qui sont plus créatifs, vraiment leur pourcentage de vente numérique est nettement plus haut que celui de plein d'autres. Fait que, on a des cas d'espèce, des exemples à donner, puis il faut juste que les gens embarquent. Exemple, il y a des réunions avec des distributeurs quand tu fais ton plan de parution pour le premier semestre de 2021. Tu invites tes distributeurs de partout dans le monde qui distribuent ton papier, mais tu n'invites pas ton distributeur numérique. Ça ne marche pas. Fait qu'on essaie vraiment de travailler à cette forme-là d'éducation. On n'a pas la vérité et on n'a pas toutes les solutions, mais on essaie au moins de créer une espèce d'habitude de s'occuper du numérique convenablement et pas juste de le traiter comme étant un autre format qui est en parallèle. Surtout avec la croissance que ça connaît actuellement. Là, de plus en plus, l'intérêt, les gens, tu le vois, Jimmy, tu n'as jamais autant travaillé probablement de ta vie. Là. J'ajouterais là-dessus que je trouve qu'on a beaucoup en numérique, puis bien plus qu'en papier, l'espèce de dictature de la nouveauté. Ouais. Puis nous, on le voit beaucoup sur prêt numérique. La demande, les prêts se concentrent tellement sur la nouveauté, sur ce qui vient de sortir, notamment parce que c'est excessivement difficile de faire vivre une collection en numérique. Tu sais, je veux dire, je regarde par exemple BANQ qui doit avoir la plus grosse collection, ils ont peut-être 80 000 titres. Comment tu t'attends à ce que des gens naviguent à travers 80 000 titres? Les gens tombent sur ta page d'accueil, les nouveautés viennent de sortir, sont là, c'est ça qu'ils empruntent. Puis alors que toute la bonne vieille théorie d'Anderson, du web, de la long tail, puis toutes ces choses-là, les gens vont découvrir tout un paquet d'affaires. C'est presque le contraire qu'on voit en ce moment, c'est que la demande dans le numérique se concentre encore plus sur le best-seller, sur la nouveauté, ce qui fait que c'est
dur dans ce contexte-là, je pense, pour les éditeurs d'avoir vraiment une stratégie sur leur fonds, sur est-ce que je devrais avoir un pricing plus dynamique, une mise en marché de ça, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que tous leurs revenus se font sur leur dernière parution. Puis que de fois en fois, après 6 mois, le livre n'existe pas, puis il faut toujours continuer. Puis comme un peu comme tu disais, Jimmy, je pense qu'il y a un peu la fuite en avant qui tient aussi aux structures de nos systèmes de subvention. Là. Ouais. Ça vient de ça. Il faut que tu publies, il faut que tu publies, il faut que tu publies. Puis Mais ça je a trouve des quand effets même pervers à un moment donné. Oui, c'est tout à fait. Mais je trouve ça intéressant ce que tu me dis là parce que moi, je vis complètement à l'opposé. Parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas sorti de nouveautés. Et les chiffres de vente sont stables. Mais mon modèle, c'est la lecture en ligne, c'est le streaming. Puis c'est stable. Puis les artistes qui travaillent avec nous sont étonnés des chèques qu'ils reçoivent des redevances. J'ai 2 éditeurs avec qui on travaille en coédition, qu'on a pris, autrement dit, des ouvrages qui ont été publiés en papier, puis on a mis aux couleurs des éditions Panda, puis ils ont fait Wow! Quand ils ont reçu le dernier chèque. Fait, ah! Tu sais, genre, c'est best-sellers, là, ce qu'on fait. Là, puis pourtant, c'est du streaming. Ce fameux mode-là qu'on a tous peur, c'est du streaming. Puis les chiffres sont stables. C'est quand même étonnant. Mais quand on veut dans le téléchargement, c'est autre chose. C'est vrai que le téléchargement, peut-être, est plus axé sur la nouveauté. Moi, je disais, moi, c'est fou parce que je faisais vraiment la distinction entre le papier et le numérique quand que je parlais du système de nouveauté. Je disais, dans le papier, on va vendre. Les livres sortent, on met ça sur des beaux présentoirs. Puis si ça n'a pas vendu pendant 3 mois, les 3 premiers mois, on va le débarrasser des tablettes. Il y a d'autres titres qui arrivent, on n'a pas le choix. Tu sais. Alors que le numérique est tout le temps disponible. Ben, en tout cas, dans le cas du streaming, il est Oui. toujours en ligne, il est toujours disponible. Puis c'est fou, là. Mais les livres des éditions Panda qui sont aimés, j'imagine, je ne sais pas s'ils n'étaient pas appréciés, il n'y en aurait pas de vues, là, mais là, ils sont appréciés, sont vus 16 000 fois par trimestre. C'est un chiffre que je donne en toute transparence, là. Mais c'est quand même incroyable, là, le nombre de vues, puis qui est stable. Ben là, ça a augmenté avec la pandémie, mais je veux dire, de façon générale, c'est stable, là, tu sais. Ça fait 5 ans que c'est stable. C'est pas de la nouveauté, ça, là. Ça fait 2 ans, je le répète, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de nouveauté parce que je voulais placer les partenariats, tout ça. Là, on a relancé la création pour des nouveaux projets qui s'en viennent, mais c'est pour dire que, bon, pour moi, pour ce qui est de ma part, moi, le marché, là, on peut dire qu'il existe. Mais il y a 5 ans, c'était inexistant, là, tu sais. Mais là, avec ces chiffres-là, je me dis, OK, là, je trouve ça encourageant, je peux réinvestir dans la création. Mais c'est pas vraiment pas de la nouveauté, là. C'est des, c'est des vieux livres. Mais peut-être parce que justement, je surfe puis je reste dans la dynamisme. On a des versions différentes, on a des à côté, des trucs comme ça. Peut-être c'est ça. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent, évidemment, qui sont hors du livre, mais c'est pour dire qu'il faut rester dynamique, puis que peut-être la voie de la simultanéité en est une bonne. Si tout est simultané, ça veut dire que, dans le fond, c'est l'accès 100% là, qu'on veut. Là. Les gens veulent l'accès 100%. Probablement que c'est ça. Si on regarde, mais moi, je suis peut-être un cas isolé parce que je suis peut-être tout seul dans mon monde, mais c'est quand même ça que je remarque, c'est que les gens veulent la simultanée. Ils veulent avoir des livres quand ils veulent, à la demande. C'est pas étranger à ce qu'on connaît en musique et en cinéma non plus. Là. Exact. Ben, je pense qu'il y a Oui, le modèle de la web c'est série. ce qu'on voit dans les écoles. Les gens grandissent avec des modèles comme Netflix, puis Spotify, puis YouTube, puis c'est ça leur référent. Mais le problème qu'on rencontre, puis on travaille beaucoup sur les modèles économiques avec les éditeurs. D'une part, il y a beaucoup de craintes parce que, entre autres choses, on a très peu de données réelles qui permettraient de vraiment comparer des choses. Il n'y a personne au Québec qui sait il y a combien de livres qui sont vendus dans les écoles par année. Cette donnée-là n'existe pas. Fait que quand tu amènes des nouvelles choses, tu la compares à quoi? C'est extrêmement flou d'une part. Puis d'autre part, les contrats d'édition traditionnels ne sont pas faits pour supporter ces nouveaux modèles-là. Ce qui fait que pour un éditeur d'embarquer là-dedans, ça lui demande d'envoyer 46 avenants, de courir après ses auteurs, d'essayer de leur réexpliquer des nouveaux modèles que souvent lui-même ne comprend pas ou ne maîtrise pas très bien. Fait que dans bien des cas, c'est comme c'est trop compliqué.
Juste l'addendum. Puis quand c'est le malheureux EPUB parce est qu'il y aurait vraiment du potentiel, là. Oui, mais juste l'addendum qu'il fallait ajouter au contrat quand le EPUB est arrivé, ça a été tout un. C'était interminable, là. C'est toujours pas, pour certains, pas fini, là, mais pourtant, c'est pas si compliqué d'ajouter un addendum à un contrat, là. Mais bon. Mais ça, c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est les changements. Le changement restera toujours quelque chose de difficile pour une grande majorité de gens. Puis, mais ça va venir parce que c'est ça que le lecteur veut, c'est ça que les gens veulent. Tu l'as dit, les jeunes à l'école, ils grandissent avec ça, ces modèles-là. Fait que ça devient comme, c'est ça qu'ils veulent. Fait qu'il va falloir qu'on s'adapte, c'est juste ça. Alors, Étienne, je voulais avoir une petite précision. Là, dans tes ventes, dans les modèles de téléchargement, est-ce que tu vois que le filigrane remplace de plus en plus le DRM? En fait, il ne le remplace pas parce que au niveau des ventes, par exemple, pour les ventes grand public, sur des places de marché libraires, là, du type librairie indépendante ou Renaud-Bré, les éditeurs, au fil du temps, n'ont jamais tant utilisé la DRM ACS4 parce que, justement, ça nécessitait, ça crée tellement de problèmes aux libraires et à terme aux lecteurs que c'est un frein aux ventes. Fait qu'ils préfèrent dire, ben, peut-être que je prends un risque qu'un parmi X prendra mon contenu et le partagera, parce que le filigrane, bon, tu peux le déposer où tu veux après, sans aucune restriction au niveau du nombre d'appareils ou quoi que ce soit. Mais ils ont globalement, là, je dirais à 75 ou 80 %, ils appliquent que le filigrane et ça convient, ça tient bon. Puis après, on n'a pas un historique de piratage au niveau des contenus québécois très important. C'est même très possible. Il y en a qui ont essayé des modèles de filigrane en disant, bon, ben, tu peux acheter mon livre, mais je te donne droit à 3 copies. Tu peux le prêter à ta mère, tu peux le prêter à ton père. En fait, c'est là, on n'est plus dans le filigrane, on est vraiment dans un verrou de sécurité. Donc, ça prend une sécurité qui est attachée au fichier et qui gère ce genre de... Ouais, même s'il n'y avait pas de sécurité, c'est juste de spécifier que, regarde, on s'entend que voici mon livre, puis fais comme un livre traditionnel, là, puis quand tu finis de le lire, repasser à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. C'est juste qu'ils vont le faire pareil, là, parce que là, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Là. C'est probablement ce qui se passe actuellement, puis c'est comme dans le livre papier, exactement comme vous dites. Moi, j'achète un livre, mes chums viennent souper, hey, c'était bon ça, je te le prête. Puis, fait que, naturellement, depuis la nuit des temps, il y a une forme de diffusion non payante là, qui fait partie c'est de le mettre un peu plus officiel. Tu dis, ben, OK, moi, je te le vends, mettons, je sais pas moi, quelques piastres de plus, là, puis je te donne le droit de le proposer à 10 personnes, là, puis je me fie sur toi, puis au lieu de l'acheter 20 piastres, ben, achète-les 30 piastres, mettons, quelque chose comme ça. Là, c'est ce qu'on fait en bibliothèque, finalement. C'est ça. C'est bon. Mais il y a l'éditeur Tor aux États-Unis qui appartient à Macmillan. Tor, c'est pratiquement le plus gros éditeur en fantasy science-fiction. Puis eux, ils ont vraiment un message qui est clairement écrit quand tu ouvres un de leurs livres, qui disent qu'eux, ils font le choix de ne pas aller avec des DRM, ils font confiance à leur monde. Puis là, ils expliquent pourquoi les gens devraient juste, tu l'as acheté pour toi, il est pour toi, on ne va pas t'imposer de verrou, mais on te fait confiance, puis etc. Donc, il y en a qui ont vraiment ce discours-là quand même. Là. Excuse, Tor, c'est T-H-O-R? T-O-R. T-O-R, en tout cas. OK. Ouais. Ben, je me permets d'ajouter quelque chose par rapport au verrou, tout ça. On est vraiment dans un mode, puis moi, je le vois avec les clients chez Studio 5C4 qui nous approchent puis qui veulent avoir absolument pas que leur contenu soit piraté. Puis je leur explique, je dis, écoutez, c'est sûr que si vous êtes ces freins, vous avez peur, vous êtes dans la protection, dans un mode de protéger quelque chose, vous n'allez pas avancer bien vite, là. Mais si vous changez vos paradigmes, vous dites, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour monétiser, je ne sais pas moi, en segmentant des ouvrages, en ne donnant pas tout d'un coup, mais en incluant donc la réalité qui ne sera pas changée, il y aura toujours des pirates. Il y aura toujours des gens qui vont pirater. Puis honnêtement, comme on disait, les DRM, une chance que c'est plus prioritairement des filigranes parce que c'est vrai qu'un DRM, ça se hack en 5 minutes.
Puis que c'est pas, tu sais, je veux dire, en plus, les livres les plus hackés, c'est probablement plus des best-sellers qui ne sont pas disponibles déjà en numérique, là. C'est plus là qu'il y a un problème de piratage, à mon avis, là. Fait que quand on intègre le principe de la gratuité, que beaucoup de gens, s'il y a 70% de lecteurs numériques qui veulent lire gratuitement, il y en a qui vont le prendre gratuit, ou que mon oncle va me prêter un livre numérique. Tu sais, le filigrane, si je ne me trompe pas, il y a quand même notre nom au courriel, tu sais, attaché en filigrane, là, ce qui fait que tu es un peu plus gêné de l'envoyer à grande échelle, tu sais. Exact. Je veux dire, pour monsieur, madame, tout le monde, là, on s'entend que là, le hacker, il va aussi l'envoyer sans problème, mais j'aime bien j'aime bien la philosophie de Tor parce que je suis un peu dans ce modèle-là aussi. Je trouve que c'est... la question ne se pose pas quand on est chez Apple, chez Kobo ou chez Amazon parce qu'ils ont leur DRM qui fait qu'on se sent bien à l'aise dans la structure qu'ils ont, l'écosystème qu'ils ont créé avec leur tablette, tout ça. On ne voit pas le problème du DRM. Ce n'est pas un frein à la lecture dans ces écosystèmes-là. Ce qui n'est pas le cas en dehors de ça. C'est pour ça que le filigrane, il est de mise, là, vraiment, est très important. Exact. Mais il y a beaucoup de protectionnisme, il y a beaucoup de peur. Puis on le sait, la peur, ça fait freiner. Puis la peur du streaming, c'en était une. Si je peux me permettre juste d'intervenir, je suis une grande lectrice numérique. J'étais longtemps dans les salons du livre aussi. Puis je comprends la préoccupation qu'on a de protéger le droit d'auteur, de protéger le contenu. Mais en même temps, c'est pas vrai, même à travers des univers comme Apple ou les autres, Amazon, Kindle, c'est un frein important, la lecture numérique, le fait qu'on ne puisse pas prêter facilement le livre. Puis là, je ne parle pas de ceux qui désirent le partager là, pour, d'un point de vue plus piratage, mais je veux dire, un livre, ça se passe en moyenne 5 fois à des gens autour de soi. Moi, penser que mon conjoint ne peut pas lire un livre que je viens d'acheter 30$ parce qu'il faudrait qu'ils prennent mon iPad, puis moi, j'en ai besoin. Ça devient, moi, quand je parle aux gens, que je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas vers le numérique, c'est presque tout le temps ça, puis évidemment, le fait de ne pas être sur un écran encore une fois, là, mais c'est plus important qu'on pense comme frein dans le développement, je pense, ou l'utilisation du numérique là, dans la lecture. Mais chez Apple, ce n'est pas un frein parce que tu as des licences, tu as des groupes familles dans lesquels tu peux intégrer tes conjoints, conjointes qui font que tu peux le partager à tout le monde dans ta famille. Tu sais. Oui, mais quand tu as des enfants qui sont dans la vingtaine, tu ne mets pas ta carte de crédit pour qu'ils sur ton compte. Fait que tu ne partages pas ton livre avec tes enfants. Ouais, c'est des technicalités, là, mais parce que la carte, tu n'es pas obligé de la partager avec tout le monde dans la famille. Mais c'est vrai que le DRM, en gros, souvent, c'est un frein. Ouais. En fait, le DRM, c'est un obstacle pour les gens honnêtes parce que si quelqu'un veut briser un DRM à CS4 d'Adobe, ça prend littéralement 2 secondes à enlever. C'est pas. Puis si vous allez googler, là, je ne vous recommande pas de faire ça, là, mais allez googler enlever DRM à Adobe, vous allez avoir 4 procédures extrêmement bien détaillées dans les premiers résultats. Ce n'est pas un enjeu. C'est vraiment pour rassurer des gens qui ont peur. Mais par contre, le filigrane reste quand même un moyen intéressant parce que tu ne veux pas que ton livre se promène sur le web en disant « Hey, c'est elle qui l'a partagé à tout le monde. » Fait que c'est bien plus efficace. Le vrai fraudeur, là, il y a zéro problème avec n'importe quoi pour le mettre. Parce qu'il se crée une adresse de courriel bidon, puis après ça, il le diffuse partout, puis les DRM vont les craquer. Il n'y a rien à faire. Sauf qu'il faut le mettre pour les gens qui ne voudront pas le craquer puis l'envoyer à tout le monde. C'est ça l'idée. Puis ça, bien, la simplicité, c'est vraiment le rien ou le filigrane, dans le fond. Moi, j'ai une question par rapport au DRM pour les bibliothèques. Le chronodégradable, là, quand le livre sort de ta tablette, ta liseuse, après 3, c'est quand même un DRM, ça, qu'on met sur les livres. Ouais. Puis c'est encore celui d'Adobe, je me trompe? Ben, c'est-à-dire que dans nos applications, c'est LCP. OK. Mais le chronodégradable, dans le fond, c'est une valeur dans le compte de la bibliothèque qui est transférée comme métadonnée dans le fichier au moment où tu l'empruntes. Puis il vient s'inscrire sur ton appareil. Okay. Mais oui, ça fait partie du DRM. Là. Fait qu'on n'a pas le choix de la poser. Quand on dépose un livre dans l'entrepôt de Marc, Étienne, on n'a pas le choix de mettre un DRM d'une certaine façon. Ou c'est fait.
sais, tu dis, je veux un filigrane, je veux pas de DRM. Ben, par contre, je le donne l'accès à la bibliothèque ou je pense que c'est automatique, hein, on a l'accès aux Ben, si tu bibliothèques. tombes avec les bibliothèques, oui, ça prend un DRM. Là. C'est ça, automatiquement, ça prend un DRM. On s'en sort pas. Ben, Ben, en fait, encore là, par exemple, dans le cadre de Biblius, comme on fonctionne 100% avec un lecteur web, ben, il n'y en a pas de DRM parce que dans le fond, l'usager n'a jamais accès au fichier directement. Le fichier est juste comme temporairement en cache dans le browser, ce qui est finalement la meilleure solution parce qu'il n'y a pas l'obstacle, puis en même temps, on protège le contenu. Oui, tout à fait. Bonne technologie, ça. Il y avait, on parlait de piratage et il y avait la question qui a été posée sur Reddit, le forum, pourquoi les gens piratent les livres numériques. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait la question du prix, je ne veux pas payer, mais aussi la question de la simplicité d'accès. Des gens qui disaient, ben moi, c'est plus facile de le trouver en piratage et de le mettre sur mon appareil numérique que d'aller me connecter avec des identifiants, puis ensuite aller me connecter avec Adobe Connect. Et il disait, ben, c'est un peu comme quand on voulait regarder Game of Thrones, ben, c'est plus facile de le télécharger illégalement que de se connecter à HBO, mettre sa carte de crédit. Et donc, ce n'est pas tant des fois une question de prix que de simplicité d'accès. Effectivement. Ben, c'est l'accessibilité dans le sujet large, parce que le prix est une question. Le prix fait partie de la question de l'accessibilité. Ben, d'où le fait que les plateformes en streaming, que ce soit dans la musique ou dans le film ou la série, ont pris l'avance, ont pris le pas parce que c'est ça, tu as un retour sur investissement qui est intéressant. Puis il y a bien des gens en même temps qui s'abonnent, puis après, ils utilisent très peu les contenus aussi. C'est juste, tu fais une accessibilité de masse, puis ben, toi, tu es un contributeur à tout ça, puis après, tu l'utilises selon ce que tu veux. Mais c'est sûr que dans les modèles d'affaires actuels, dans les façons de penser actuelles, ça sort un peu du cadre. Là, mais il va falloir l'accepter parce que c'est déjà dans plusieurs pays dans le monde, c'est ce qui est la norme. Fait j'ai un éditeur danois qu'on distribue, qui est un très gros éditeur, puis qui l'autre fois m'écrivait, il me disait, à quand la mort de ce modèle stupide d'acheter des unités de fichiers numériques? Il dit, ça ne tient plus la route pantoute en 2021. Puis, d'après moi, il va y avoir une accélération très rapide là, dans les 2-3 prochaines années qui va faire que ça va basculer complètement. Là. On est comme le dernier rempart, on dirait. Mais là, à ce moment-là, la bibliothèque publique, va-t-il falloir qu'on paye un abonnement aussi pour être en bibliothèque publique? Ou c'est les bibliothèques qui vont payer un abonnement? Il y a différents modèles. Par exemple, nous, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a une plateforme qui s'appelle Biblimags. C'est une plateforme de magazines auquel les bibliothèques sont abonnées. Ben, Biblimags, on est vraiment dans de la répartition de redevances selon les usages. Donc, la bibliothèque paye un montant X par année selon sa taille. On a une grille tarifaire et tout. Puis à la fin de chaque trimestre, on prend les usages de chaque magazine, puis on split le montant que la bibliothèque paye en redevance, puis on retourne ça aux éditeurs. Fait que ton magazine a représenté 10% des lectures ce trimestre-ci. Tu vas faire 10% du paquet central. C'est très, très simple. Puis quand on regarde le magazine numérique, toutes les plateformes dans le monde à peu près fonctionnent comme ça. Fait que c'est déjà passé dans une autre façon de fonctionner. Je pense que quelque part, ce qui retient le livre en arrière, c'est que le livre numérique, ça représente, surtout dans le monde francophone, 5, 6, 7% du chiffre d'affaires de l'industrie. Mais peut-être à cause de ce modèle-là. Oui, sans doute, mais comme il y a le reste, ben, tu protèges le reste d'abord. C'est la stratégie de beaucoup. Fait que... Puis c'est une vieille industrie, il ne faut pas se le cacher. Quand on regarde, par exemple, la plupart des maisons en France n'embarqueront pas dans des systèmes d'abonnement ou des trucs comme ça. Mais quand tu regardes Hachette qui a été fondée il y a 200 ans ou Gallimard, il y a des façons de fonctionner qui sont là depuis des générations. Puis ceux qui innovent, c'est les jeunes, c'est les plus jeunes. C'est ceux qui embarquent sur le marché, qui veulent essayer des choses. Puis c'est un peu la même chose au Québec, là. C'est normal aussi parce que les plus jeunes et plus petits ont plus justement de flexibilité. La structure, il n'y a rien d'ancré, il n'y a rien de...
C'est correct. C'est ça qui est l'innovation aussi. Je veux dire, ça l'en prend. Oui. Bon, moi, je vous laisse. Merci vraiment beaucoup pour votre présentation, messieurs. Il y a une famille qui m'attend, puis il faut que j'aille faire le souper. Moi aussi. Merci. Merci, Topo, pour toutes ces belles rencontres-là. Puis c'est vraiment des belles rencontres. Puis d'ailleurs, le 22 aussi, ça promet. J'en ai manqué une, malheureusement, mais j'avais payé mon billet, mais je n'ai pas pu à la dernière minute y assister. Fait que je vous souhaite une belle continuité à tous, puis on garde contact, tout le monde. Ben oui, merci. Salut. Toi, Nancy, Étienne Nouveau. Alors, à suivre. Au revoir. Parfait. Merci à vous. Les paris sont ouverts pour le futur du livre. C'est du modèle d'affaires. Allez, bonne fin de journée. Bonne journée, merci. Bye, merci. Merci tout le monde de votre présence.